Le Texas n'est pas seulement connu pour ses déserts, ses marécages et ses canyons, mais aussi pour une série de disparitions mystérieuses survenues dans des circonstances tout à fait normales. Dans les parcs nationaux et les zones touristiques de populaires, de l'État, des voyageurs expérimentés et de simples vacanciers disparaissent. Ils disparaissent soudainement et sans laisser de traces, parfois sous les yeux de leurs amis et de leurs proches. Malgré des recherches actives, impliquant des sauveteurs, des chiens et des hélicoptères, ces cas mystérieux restent sans réponse à ce jour. Aujourd'hui, vous allez entendre 3 histoires qui restent des rappels inquiétants de la rapidité et de l'inexplicabilité avec lesquels une personne peut disparaître, même dans des endroits bien connus. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler que votre soutien est très important. Alors, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Sam Harris, un homme de 32 ans passionné de pêche et de promenade dans la nature, a disparu par une journée étouffante de juin 1914 sur le lac Caddo. L'endroit lui-même était considéré non seulement comme pittoresque, mais aussi quelque peu mystérieux. Le lac Caddo est couvert de cyprès et entouré de rives marécageuses, où la mousse et les lianes pendent des branches tordues. Tout le paysage ressemble parfois à une image tirée d'un film sur les marais mystiques. C'est précisément cette atmosphère qui attirait Sam, qui adorait les coins isolés où l'on pouvait tranquillement lancer sa ligne, écouter le cri des hérons et oublier le bruit de la grande ville. Selon ses amis Tom et Nick, avec lesquels Sam était venu au lac, toute l'excursion était prévue comme une courte partie de pêche de 2 jours sans prétention. Il s'était arrêté près d'un petit embarcadère en ruine sur la rive ouest du lac, où une vieille cabane, autrefois utilisée pour la location de bateaux, était désormais vide. Les habitants de la région pêchaient beaument, souvent dans les environs, sachant qu'on pouvait y attraper de beaux perches et des silures. Ce jour-là, vers le 12 juin 1994, les 3 amis se sont mis dès le matin à leur occupation habituelle. Installer leur matériel, disposer leurs chaises et profiter du silence. Le temps était humide, le soleil perçait à travers les nuages d'orage qui promettaient de possibles précipitations. Tom se souvient que Sam semblait enthousiaste dès le matin, parlant sans cesse de l'endroit où, selon lui, la pêche serait de bonne. Nick, un peu fatigué par le voyage, lui a répondu en plaisantant de lui laisser le temps de s'installer tranquillement. À l'heure du déjeuner, les amis avaient attrapé quelques petits poissons, rien de sérieux, mais l'ambiance restait bonne. Sam, comme d'habitude, débordait d'idées. « Allons un peu plus loin sur la rive. Il y a moins de monde et les poissons sont plus prudents, » proposa-t-il. « On pourrait peut-être lancer nos lignes sous un tronc pour la pêche du soir. » Mais ses amis n'étaient pas pressés de changer d'endroit. Selon Nick, vers 3 heures de l'après-midi, tous 3 étaient assis sur des chaises de pliance au bord de l'eau, discutant du dernier match de leur équipe de baseball préférée. L'air chaud et humide imprégnait tout autour d'eux. À un moment donné, Sam a soudainement dit qu'il voulait remplir une bouteille d'eau du lac pour mouiller l'appât et se rincer les mains. Cela ne semblait pas inhabituel. L'eau était à quelques mètres. Il a enlevé sa casquette, l'a posée à côté de sa chaise, s'est levé avec sa canne à pêche dans une main ou, selon une autre version, il a laissé la canne et a pris la bouteille vide et s'est approché de l'eau. D'après les souvenirs, c'était littéralement à 7 ou 8 mètres. « Je l'ai vu se pencher vers l'eau, puis se détourner », a déclaré Tom. « J'ai peut-être regardé moi-même le flotteur qui commençait à bouger. » Nick, quant à lui, a affirmé qu'à ce moment précis, il cherchait quelque chose dans son sac. En résumé, tous 2 ont perdu Sam de vue pendant une fraction de seconde. 2 minutes se sont écoulées. Les amis ont regardé. Sam n'était pas là. Au début, ils ne se sont pas inquiétés,
pensant qu'il s'était peut-être éloigné un peu plus le long de la rive, ou qu'il avait appelé pour demander où l'eau était plus propre. Mais il n'y a pas eu de réponse. En longeant le bord du lac le long des buissons bas, ils ne l'ont pas trouvé. Ils n'ont même pas vu de traces. Tout semblait étrange. Sam aurait-il pu s'éloigner sans prévenir? Ils ont fait le tour des buissons les plus proches et ont commencé à l'appeler à grands cris. Au bout de 10 minutes, l'inquiétude s'est installée. Ils appelaient l'âme Sam, mais aucun son ne leur répondait. Pas le moindre bruit. Les amis s'inquiétèrent et se précipitèrent vers de l'ancien embarcadère pour voir s'il était allé chercher son équipement. Mais il n'y avait personne. Ils demandèrent à 2 autres pêcheurs qui se trouvaient à proximité, mais ceux-ci haussèrent tard les épaules. « Nous n'avons vu personne, vous étiez seuls à pêcher, ici. » Peu à peu, ils ont réalisé que Sam avait disparu en quelques minutes, par temps clair, sans bruit, ni lutte. Nick a couru vers la voiture pour se rendre au village le plus proche et appeler les secours. Vers le soir, les agents de la police du comté, des bénévoles locaux, puis des agents du service de la chasse et de la pêche, arrivèrent sur place. Tout le monde se mit à fouiller les buissons côtiers, à regarder sous les branches, dans l'eau peu profonde. Aucun signe d'une personne tombée à l'eau, aucun vêtement ni trace de lutte. Tom et Nick ont juré que Sam n'avait pas dit qu'il voulait quitter la rive, et il n'avait aucune raison de s'éloigner. Toutes ses affaires, y compris son portefeuille, étaient restées dans son sac. Les heures passaient, mais le disparu n'était toujours pas retrouvé. À 2 heures du matin, les recherches actives ont dû être suspendues jusqu'au matin. L'obscurité, le marécage et les arbres épais rendaient les recherches dangereuses. À l'aube, de nouveaux volontaires sont arrivés. Les chiens, à qui on avait donné à renifler la chemise de Sam, qui se trouvait dans la voiture comme chemise de rechange, couraient glanant le long de la rive. Semblait la marée d'abord avoir trouvé une piste, mais celle-ci s'interrompait littéralement au bord de l'eau, non loin de l'endroit où il se tenait, penché pour boire. Cela signifiait-il que Sam était entré dans l'eau et s'était noyé? Mais alors, il aurait dû rester des traces, sans parler du fait que le corps aurait pu refaire surface. Et puis, même si le lac est traître, il n'est pas si profond près de la rive. Les plongeurs ont fouillé cette partie du fond sans trouver autre chose que des algues et quelques vieilles boîtes de conserve. Il n'y avait pas de corps sous l'eau, ce qui a beaucoup intrigué les sauveteurs. Au fil des jours, les recherches se sont intensifiées. Au bout de 2 jours, des bénévoles ont utilisé des bateaux équipés de sondeurs pour explorer les zones les plus profondes du lac, mais sans résultat. On a émis l'hypothèse que Sam avait été attaqué par un alligator. Certains endroits du lac Caddo étaient réputés pour abriter des alligators. Mais rien ne venait étayer cette théorie. Généralement, ce type d'attaque laisse des traces de lutte, des vêtements déchirés ou du sang. Or, on n'a rien trouvé. Les sceptiques ont plutôt avancé l'hypothèse suivante. Peut-être qu'il a nagé ou s'est noyé ailleurs et qu'il a déjà été emporté par le courant. Mais le courant du lac Caddo n'est pas très fort, et de toute façon, certains objets auraient refait surface. Rien n'a été trouvé dans l'eau. Au bout de 5 jours de recherches infructueuses, le commandement des sauveteurs a commencé à mettre fin à la phase active. Nous avons tout essayé. Il semble que l'homme ait disparu, en quelques secondes, et nous n'avons aucune piste pour continuer. Les parents de Sam, apprenant la tragédie, se sont précipités depuis un autre État et ont supplié les sauveteurs de continuer. Mais les ressources étaient limitées et jour après jour, les recherches restaient vaines. Au milieu de la semaine suivante, 7 jours après la disparition, les recherches ont été officiellement suspendues. La police a enregistré une déclaration de disparition et a classé l'affaire. Tom et Nick étaient complètement abattus. Ils se sentaient coupables de ne pas avoir surveillé leur ami et ne comprenaient sincèrement pas ce qui avait pu se passer. Mais le plus incroyable est apparu
un mois plus tard, lorsque l'histoire de la disparition de Sam ne faisait plus la une des journaux locaux. Un vendredi soir, le 15 ou le 16 juillet, sur ce même vieux quai, où personne ne pêchait habituellement car il était à moitié en ruine et dangereux, une femme qui se promenait le long du rivage remarqua plusieurs objets de pêche. En y regardant de plus près, elle s'aperçut qu'il s'agissait d'une canne à pêche, d'un moulinet, d'un ensemble d'hameçons et d'une petite boîte contenant des appâts, comme si quelqu'un venait de les laisser là. Se souvenant de la récente disparition du pêcheur, la femme appela la police. 1 heure plus tard, des agents sont arrivés sur place et ont découvert que ce matériel appartenait bien à Sam. Tom et Nick l'ont reconnu grâce aux marques que Sam avait faites sur son moulinet et sa boîte à appâts. De plus, les amis ont juré que ce quai avait été inspecté 7 fois par différentes personnes, y compris eux-mêmes, au cours de la première semaine suivant la disparition. Les bénévoles ont littéralement tapé sur les planches et regardé sous le plancher, mais il n'y avait certainement pas de cannes à pêche. Comment se fait-il qu'elles soient soudainement apparues à un endroit aussi visible? Elles n'étaient pas cachées, mais semblaient avoir été placées délibérément au bord du ponton, de manière à être visibles par les passants. La police a de nouveau mené des recherches dans les environs, soupçonnant que quelqu'un avait peut-être décidé de jouer un mauvais tour ou que le corps de Sam se trouvait quelque part à proximité. Mais en vain. Aucune trace de bottes ni aucun nouvel indice n'ont été trouvés à proximité. Le quai lui-même avait déjà été inspecté à plusieurs reprises auparavant, de sorte que l'hypothèse selon laquelle le matériel aurait pu rester là sans être remarqué pendant un mois semble peu plausible. Cependant, le rapport officiel indique des personnes non identifiées ont pu déplacer le matériel de pêche du disparu. La raison est inconnue. Les amis du disparu, plus enclins au mysticisme, ont décidé qu'il s'agissait d'un cas où quelqu'un aurait délibérément déposé des objets afin de semer encore plus le doute. Au final, cela n'a pas aidé à retrouver Sam. Son corps n'a jamais été retrouvé et personne n'a signalé sa réapparition. Toutes les pistes se sont arrêtées après 7 jours de recherche et cette étrange découverte de matériel de pêche à la mi-juillet. La police a officiellement déclaré « Nous n'avons aucune raison de croire qu'il s'agit d'une mort violente, mais nous n'avons aucune preuve qu'il soit en vie. S'il s'était simplement noyé, qu'est-ce qui aurait empêché l'eau d'emporter son corps ?» Des commentateurs rationnels soulignent que quelqu'un aurait pu trouver ces objets dans les buissons sans comprendre à quoi ils appartenaient et les déposer simplement sur le quai dans l'espoir que leurs propriétaires reviennent les chercher. Ou bien, quelqu'un aurait délibérément joué en déposant des indices. Mais dans ce cas, pourquoi personne n'a signalé cette découverte immédiatement? Et comment ces objets ont-ils pu rester intacts après un mois de pluie et de chaleur? Quelques années après la tragédie, la famille de Sam Harris a quitté l'État, incapable de supporter la douleur de voir le lac Caddo, où les amateurs de mystère revenaient régulièrement. Le Palo Duro Canyon, situé dans le nord-ouest du Texas, n'est pas considéré pour rien comme le 2e plus grand canyon des États-Unis. Au milieu de l'été 1997, ces roches brûlantes, ces couches de grès rouge aux formes étranges et ces étendues infinies étaient baignées par le soleil de midi. Les sentiers des touristiques zones du canyon attiraient les voyageurs par leur beauté épique. Parmi ceux qui avaient décidé de parcourir cet immense itinéraire populaire en ce jour de juillet, se trouvait Jack Everett, 39 ans, et sa femme Emily. Leur voiture s'est garée dans la zone réservée aux visiteurs vers 9 h du matin, le 15 juillet 1997, alors que la chaleur n'était pas encore accablante et que l'air était encore supportable.
Ils avaient prévu une randonnée tranquille, sans trop se charger. Quelques 2 litres d'eau pour 2, des collations légères, un appareil photo et la joie de la découverte. Selon Emily, tout se passait bien. Ils marchaient d'un pas tranquille, échangeant des remarques amusantes sur les couleurs vives des parois du canyon. Le paysage environnant respirait une tranquillité torride, et ils croisèrent quelques autres touristes sur le sentier étroit, tous d'humeur à voir et photographier. Alors qu'ils marchaient côte à côte, rien ne laissait présager un quelconque danger. Mais leur bonne humeur s'est rapidement assombrie lorsque, vers 11 heures, Jack s'est arrêté pour refaire ses lacets. Le sentier longeait une petite corniche qui montait légèrement. Emily lui dit « Je vais avancer un peu pour voir où mène le sentier. Rejoins-moi. » Il acquiesça. Jack semblait prêt à reprendre son chemin en quelques secondes. Emily avança sur le sentier étroit sur une 20aine de mètres, regarda autour d'elle, se retourna et comprit que son mari n'était plus là. Tout se passa en quelques instants. L'instant d'avant, elle le voyait debout devant ses chaussures. L'instant d'après, il n'y avait plus personne. Elle a d'abord pensé que Jack avait peut-être décidé de prendre un sentier secondaire, qu'il l'appelait ou qu'il prenait une photo d'un angle qui lui plaisait. Elle l'a appelé fort « Jack, où étais-tu » Mais il n'a pas répondu. De retour à l'endroit où il était assis, Emily ne vit personne. Elle contourna patiemment les buissons, scruta le chemin en contrebas, mais ne vit personne. Dès les premières 2 minutes, elle soupçonna quelque chose d'anormal. Cela ne pouvait pas être un simple retard. Jack n'avait aucune raison de partir en silence dans une autre direction. Craignant qu'il ait trébuché et soit tombé, Emily descendit en courant la pente vers le lit asséché de la rivière, en regardant le talus. Silence, pas un cri, pas un bruit. Après quelques minutes, réalisant que la situation était critique, elle retourna au début du sentier et signala la disparition aux Rangers dans la zone réservée aux visiteurs. Ceux-ci réagirent rapidement. En moins d'1 heure, ils organisèrent une première battue et interrogèrent les autres touristes. Ils ont demandé aux personnes présentes « Avez-vous vu un homme de 39 ans vêtu d'un t-shirt blanc et d'un short ?» Tout le monde a haussé les épaules. Au début, ils ont pensé qu'il avait peut-être pris le mauvais chemin et qu'il cherchait sa femme. Mais le temps passait et Jack ne réapparaissait pas. Dans l'après-midi, des cynophiles, des bénévoles locaux et la police du comté se sont joints aux recherches. Il est évident que Palo Duro Canyon ne recèle pas de forêts impénétrables, mais il y a de nombreux escarpements, des falaises et des abris rocheux. En été, la chaleur peut devenir un piège mortel si une personne n'a pas assez d'eau. La police a interrogé Emily. Y avait-il des conflits, des raisons pour que son mari parte? Elle a secoué la tête. Non, tout allait pile bien par contre dit entre nous. Il était juste en train de lasser ses chaussures. Nous n'étions séparés que de quelques 2 mètres. Aucun des touristes qui passaient maintenant par là ne se souvenait avoir vu Jack après ce moment-là. C'était comme s'il s'était évaporé. Les recherches se sont prolongées pendant 1 semaine. 2 hélicoptères ont été appelés pour survoler les endroits clés du canyon, notamment les parois abruptes et les sentiers étroits. Les terravins et les lits bas de rivière asséchés ont été fouillés à la recherche de vêtements qui auraient pu rester accrochés aux buissons, mais rien n'a été trouvé. Le chien reniflait les affaires de Jack, suivait une piste sur le sentier, puis la perdait après un virage serré derrière un rebord rocheux. L'absence du moindre bruit ou cri à l'aide aggravait la confusion des sauveteurs et des amis de la famille. Les Rangers ont émis plusieurs hypothèses. Peut-être était-il tombé et avait-il subi un grave traumatisme crânien, puis avait-il glissé plus bas et ne pouvait plus appeler à l'aide. Mais dans ce cas, il aurait laissé une trace. 1 semaine s'écoula sans le moindre indice. Finalement, les autorités du comté annoncèrent que les recherches actives étaient officiellement suspendues. Nous avons ratissé la zone, mobilisé des moyens aériens et terrestres.
aucune trace ni indice n'ont été trouvés. Monsieur Everett est porté disparu. Emily était dévastée, mais elle continuait d'espérer. Il doit bien être quelque part, vivant ou mort, mais il ne s'est pas évaporé. Elle alla se engager plusieurs fois des détectives privés, a promis une récompense pour toute information, mais sans résultat. À la fin de l'automne, lorsque la chaleur est tombée et que de nouveaux bénévoles sont arrivés, une nouvelle battue a été organisée, également sans succès. Il semblait que l'histoire de Jack Everett allait devenir une nouvelle disparition inexpliquée, vouée à sombrer dans les archives. Mais au cours de l'hiver de la même année, des rumeurs ont couru selon lesquelles quelqu'un aurait vu une ombre, ressemblant à une silhouette masculine errant sur la pente escarpée pendant la nuit. Bien sûr, cela n'a pas été confirmé. Ce n'étant que 6 mois plus tard que les événements ont pris une tournure qui, au lieu d'apporter des réponses, a soulevé encore plus de questions. En janvier 1988, des touristes qui avaient décidé de choisir un itinéraire inhabituel pour prendre des photos sont tombés par hasard sur un crâne humain au pied d'une corniche rocheuse. Selon eux, l'endroit se trouvait dans l'une des zones où les chercheurs s'étaient rendus à plusieurs reprises au cours des premiers jours de l'opération. La police appelée sur place a confirmé « Oui, c'est bien un crâne humain, qui plus est de forme caractéristique, appartenant, d'après les fiches dentaires, à Jack Everett. Il n'y avait aucun autre os, aucun fragment de vêtement, aucun effet personnel autour, seulement le crâne, posé à la surface, sans trace de saleté ni de décomposition apparente à proximité. En d'autres termes, il aurait été difficile de ne pas le remarquer lors des précédentes fouilles, car l'endroit avait déjà été inspecté. Néanmoins, toutes les personnes qui avaient participé aux mes recherches précédentes ont juré n'avoir vu aucun reste. Comment le crâne s'est-il donc retrouvé là? Les animaux ont-ils déplacé les restes? C'est tout à fait possible, mais dans ce cas, on trouve généralement d'autres os à proximité, éparpillés dans un rayon de plusieurs dizaines de mètres. Rien de tel n'a été découvert. L'expertise médico-légale n'a pas pu déterminer la cause du décès à partir du crâne. Il n'y avait aucune trace évidente de blessure par balle, de fracture ou de quoi que ce soit de similaire. Les dents correspondaient plus ou moins au dossier dentaire de Jack, car son dentiste a confirmé certaines obturations uniques. Les autres parties du squelette avaient déjà disparu, tout comme les vêtements et le sac à dos. La police a interrogé 2 touristes qui avaient trouvé le crâne. Ils ont déclaré qu'ils marchaient sur le sentier au pied de la falaise, où les recherches avaient déjà eu lieu, lorsqu'ils ont soudainement aperçu quelque chose de blanc sur les pierres. C'est tout. Au final, les agents du comté ont rendu une décision officielle. En l'absence d'autres indices et de signes de mort violente, l'affaire n'est pas classée comme suspecte. La cause du décès n'a pas été établie. Le corps a été retrouvé partiellement et l'ADN ou la dentisterie a confirmé qu'il s'agissait de M. Jack Everett. Les questions relatives à la mort restent ouvertes, mais il n'y a pas d'enquête criminelle. Pour Emily, ce moment fut un soulagement difficile. Elle savait au moins que son mari était mort et pouvait organiser une cérémonie d'adieu symbolique. Cependant, trop de questions restaient sans réponse. Pourquoi personne n'avait remarqué son corps? Et comment son crâne avait-il pu flotter là où des gens marchaient? Pourquoi aucun autre fragment du squelette n'avait été retrouvé? Quoi qu'il en soit, l'histoire du 15 juillet 1997, lorsque Jack Everett, 39 ans, s'est éloigné pour lasser ses chaussures et que sa femme s'est avancée un instant, reste dans les mémoires comme l'un des mystères les plus effrayants de Palo Duro Canyon. Aucun cri, aucun bruit, aucune lutte. Les gens passaient sur le sentier. Le soleil était haut dans le ciel, le vent agitait légèrement les buissons. Et soudain, l'homme avait disparu, comme si une porte secrète s'était ouverte sur la réalité.
Depuis lors, les discussions vont bon train parmi les sauveteurs locaux. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont trouvé aucun indice pendant une semaine. Et 6 mois plus tard, le crâne a été découvert presque à la vue de tous. En fin de compte, la police a classé l'affaire comme un accident dont les circonstances restent inconnues. Mais pour la famille, les amis, les participants aux recherches et ceux qui s'intéressent aux disparitions mystérieuses, cela reste une tragédie inexpliquée qui pourrait être ajoutée à la longue liste des cas inexplicables dans les parcs et canyons américains. En mars 2001, dans le parc national de Big Bend, dans le sud-ouest du Texas, une disparition mystérieuse qui fait encore aujourd'hui l'objet de discussions parmi les amateurs de randonnée en montagne et qui fait officieusement partie des histoires Missing Facts on Weather, s'est produite. Amanda Fields, 28 ans, venue passer un long week-end dans le parc avec un groupe d'amis, a disparu en l'espace de quelques instants, lors d'une randonnée tranquille sur le sentier Lost Mine, l'un des plus connus et des plus populaires de la communauté touristique locale. Selon les souvenirs de ses amis, le voyage était spontané. Début mars, c'est généralement la saison sèche au Texas, et la météo promettait une journée chaude et claire, sans surprise. Amanda et ses amis, 5 personnes au total, sont arrivés au parc tôt le matin et se sont garés au début du sentier Lost Mine, très apprécié pour ses vues magnifiques sur les chaînes de montagne. Selon leurs connaissances, le sentier lui-même n'était considéré ni dangereux ni physiquement difficile. Il s'étendait sur environ 8 km, avec un dénivelé modéré, et de nombreux touristes, y compris des personnes âgées et des familles, le parcouraient tranquillement en quelques heures. Les jeunes avaient emporté de l'eau, des collations légères et prévoyaient donc de retourner à Terlingua dans l'après-midi pour passer la nuit au camping. Tout au long du parcours, Amanda était en forme, s'arrêtant de temps en temps pour prendre des photos du paysage. Elle était une photographe amateur passionnée et s'efforçait de trouver le meilleur angle pour immortaliser le soleil de midi qui frappait les corniches rocheuses. Bientôt, le groupe a atteint l'un des principaux points de vue, où beaucoup font une pause pour admirer la vallée et prendre des photos souvenirs. Il y avait effectivement beaucoup de touristes. Le temps était exceptionnellement beau, et le sentier Lost Mine n'est généralement pas désert à cette période de l'année. Selon les témoignages de ses amis, c'est là que le drame s'est produit. Tous les 4, à l'exception d'Amanda, ont avancé de quelques pas, discutant pour savoir où s'arrêter pour faire une pause. Et Amanda est restée en arrière, littéralement quelques secondes, pour prendre encore une photo. L'un des membres du groupe s'est retourné et a demandé « Amanda, tout va bien ?» Elle a répondu en hochant la tête « Je vous rattrape !» Puis ils l'ont perdu de vue après avoir pris un petit virage sur le sentier. Au bout de 5 minutes, ils se sont arrêtés et ont regardé autour d'eux. Amanda n'était pas là. Au début, personne n'a paniqué, pensant qu'elle avait pris du retard pour trouver un bon angle de vue. Mais après quelques minutes, inquiets, ils revinrent sur leurs pas en appelant « Amanda, où es-tu » Rien. Ils demandèrent aux autres touristes s'ils avaient vu une fille avec un appareil photo. Quelqu'un se souvint avoir cru la voir passer, mais personne n'était sûr. À chaque instant qui passait, ils commençaient à avoir de plus en plus peur, car disparaître en plein jour, par beau temps, sur un sentier très fréquenté, semblait irréaliste. Les amis ont fouillé tous les buissons à proximité, ont jeté un œil dans les zones impraticables sous les rochers, mais en vain. 1 heure plus tard, ils ont prévenu le garde forestier à l'entrée, et peu après, les employés du parc ont été alertés. Une opération de recherche et de sauvetage à grande échelle a été lancée, à laquelle ont participé des bénévoles
des touristes et plusieurs gardes forestiers. Les recherches menées le jour même n'ont donné aucun résultat. Personne n'avait vu Amanda s'éloigner du sentier. Personne n'avait entendu de cris. Rien de suspect n'avait été remarqué. Le terrain autour de Lost Mine est en partie ouvert, parsemé de chênes nains et de pins peu élevés, avec des plaines de désertiques en contrebas. S'écarter du sentier, c'est se heurter à un relief rocheux et à des buissons épineux. En présence d'autres personnes, il est généralement difficile de se cacher sans être remarqué. Cependant, tout semblait indiquer qu'Amanda s'était volatilisée. Le deuxième jour, des équipes de cynophiles ont rejoint les recherches, essayant de faire renifler au chien sa veste, restée dans la voiture. Selon un garde forestier, les chiens ont suivi la piste depuis le parking jusqu'au point clé de l'itinéraire, où les amis avaient vu Amanda pour la dernière fois. Mais ils se sont rapidement égarés, ne trouvant pas de direction précise. Soit l'odeur s'était dissipée, soit le vent avait mélangé les traces. Le temps restait ensoleillé, sans pluie, donc les conditions météorologiques n'étaient pas un obstacle. Vers le troisième jour, les hélicoptères des services de secours locaux ont été mobilisés. Ils ont survolé la région de Lost Mine, les zones de boisés et les falaises rocheuses. Amanda n'a toujours pas été retrouvée. La liste des personnes disparues au bureau du shérif ne comptait que peu de cas similaires, mais il arrivait parfois que des personnes disparaissent dans le Big Bend. Cela se produisait plus souvent lors de fortes chaleurs et de pénuries d'eau ou lors des crues automnales. Mais ici, il n'y avait ni température particulièrement élevée, ni inondation. À la fin du 5e jour, alors que l'espoir était encore vivant, un événement survint qui, loin d'éclaircir la situation, ne fit que renforcer le mystère. L'un des bénévoles qui parcourait la partie la plus éloignée du sentier tomba sur une veste. D'après la description, il s'agissait précisément de la veste légère qu'Amanda avait emportée avec elle, au cas où, si le vent se levait. La veste était soigneusement suspendue à un buisson épineux, comme si quelqu'un l'avait délibérément accrochée à une branche pour qu'on la remarque. D'après son emplacement, il s'est avéré que ce buisson se trouvait à l'écart du chemin principal, à environ un demi-kilomètre du dernier endroit où Amanda avait été vue, mais à 3 kilomètres de là, sur le sentier. Bien sûr, les chiens et les policiers ont de fouiller cette zone, mais ils ne comprenaient pas comment la veste avait pu se retrouver là. De plus, des équipes de recherche avaient déjà parcouru cette partie du sentier sans rien voir. Cela signifie-t-il qu'elle a pu être accrochée plus tard? Et si oui, par qui? Le lendemain, une autre découverte. Le téléphone d'Amanda. Le modèle n'était pas très imposant, selon les normes de 2001, probablement un des premiers modèles de téléphone portable. Il a été remarqué par un touriste sur le sentier, apparemment posé sur le bord, là où les gens s'arrêtent généralement avant de monter. Étrange que cet endroit ait été inspecté la veille sans que le téléphone ait été vu. Était-ce bien le sien? Ils ont vérifié. À l'arrière, il y avait un autocollant correspondant à celui qu'elle avait collé, et la famille l'a reconnu. Et là encore, à en juger par l'état du téléphone, il ne semblait pas avoir été exposé à la chaleur pendant plusieurs jours, mais était presque propre, sans poussière ni saleté. Cela a ajouté un sentiment inquiétant, comme si quelqu'un avait délibérément placé les objets à cet endroit, en les disposant soigneusement là où ils seraient tôt ou tard trouvés. Aucune explication n'a été trouvée quant à l'identité de la personne qui avait pu faire cela. Les amis affirmaient « Nous ne croyons pas qu'Amanda ait délibérément dispersé ses affaires pour brouiller les pistes, d'autant plus qu'elle n'avait aucune raison de disparaître et de nous tourmenter. » La police a commencé à enquêter sur la piste d'un malfaiteur inconnu qui aurait enlevé Amanda et déposé ses affaires par méchanceté. Mais il n'y avait aucun témoin ni aucun mobile, et la région était peu peuplée, même si elle attirait de nombreux touristes. Personne n'avait remarqué de personnes suspectes ni de traces de violence. Les jours passèrent, puis les semaines. Les parents de la jeune fille
restèrent dans la région de Big Bend, espérant un miracle. Mais ils ne trouvèrent rien, à part ces 2 objets. Les chiens, hélas, ne donnèrent à nouveau aucun résultat. La veste et le téléphone ne portaient aucune odeur récente, et les chiens suivaient une piste confuse qui disparaissait après quelques mètres. À la fin de la 3e semaine, les sauveteurs ont officiellement suspendu les recherches. Résultat, la jeune fille n'a jamais été retrouvée, ni son corps, ni elle-même, ni même la moindre trace indiquant l'itinéraire qu'elle avait emprunté depuis le sentier. Ces 3 histoires texanes rappellent à quel point la nature peut être imprévisible et mystérieuse, même là où elle est bien connue et étudiée. Des personnes qui partent pour une simple promenade ou une partie de pêche disparaissent soudainement sans laisser de traces de lutte ni de raisons explicables. Leur sort reste un mystère dans les parcs et les marais du Texas, rappelant de manière inquiétante que la réalité est parfois bien plus mystérieuse que n'importe quelle théorie. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être les premiers informés des nouvelles histoires mystérieuses et des disparitions inexpliquées. Prenez soin de vous, soyez prudents et n'oubliez pas, la réalité est parfois bien plus mystérieuse que les légendes. Au Texas, il existe des endroits où la nature garde ses secrets particulièrement bien. Les parcs nationaux, les lacs et les canyons de l'État sont connus non seulement pour leur beauté, mais aussi pour leurs disparitions étranges, qui restent inexpliquées, même après des années. Aujourd'hui, nous allons vous raconter 3 histoires vraies qui se sont déroulées dans différentes régions du Texas, où des personnes ont littéralement disparu en quelques secondes, ne laissant derrière elles que des indices inexplicables et des questions auxquelles personne n'a jamais pu répondre. Le premier était James Coleman, un jeune homme qui se reposait avec un ami dans la réserve naturelle de Big Ticket en mai 1977. Un mystérieux pilier de lumière dans le ciel et la disparition sans laisser de traces de James suscitent encore aujourd'hui des controverses et des spéculations. Puis, il y a l'histoire de Tommy et Lisa Green, un jeune couple parti en vacances au lac Whitney en juin 2004. Leur bateau vide et leur voiture ouverte avec les clés sur le contact sont tout ce qui reste de ce qui devait être un simple séjour à la campagne. Enfin, l'histoire de Karen Smith, qui, en août 1995, a disparu en quelques instants lors d'une randonnée sur un sentier de montagne dans le parc national des Guadalupe Mountains, ne laissant derrière elle que son sac à dos et un silence absolu qui a envahi ses amis et les sauveteurs. En mai 1987, James Coleman, âgé de 22 ans, part avec son ami Patrick pour un court séjour dans la réserve nationale de Big Thicket, située dans l'est du Texas. L'idée était simple, sortir de la ville pour quelques jours, planter une tente à l'ombre des arbres et profiter d'un repos tranquille au cœur de la nature sauvage. Cet endroit était réputé pour ses forêts denses, ses marécages inattendus et son écosystème unique. Les amis avaient discuté de ce voyage à plusieurs reprises, mais ce n'est qu'au début du mois de mai qu'ils ont décidé que le temps était propice. Il ne faisait pas encore trop lourd et la chaleur estivale n'avait pas encore pris le dessus. Quand ils sont arrivés en voiture, à l'entrée de la réserve, le soleil était déjà en train de se coucher. Après avoir choisi l'une des lisières près de la route, en terre, où s'arrêtaient généralement les rares touristes, les amis ont trouvé un endroit relativement plat pour installer leur tente. Tout semblait normal. Ils ont disposé leur équipement,
vérifier leurs sacs de couchage et leurs provisions, rien ne semblait présager de quoi que ce soit. D'après les souvenirs de Patrick, James semblait inspiré. Il aimait ce genre d'escapade, surtout après une période de travail intense en ville. Alors qu'il montait Bimolatante, un étrange faisceau lumineux ou un éclat brillant apparut soudainement dans le ciel, comme si la foudre avait frappé, mais sans être accompagnée de tonnerre. Les deux amis se figèrent un instant. Le ciel était calme et, à première vue, il n'y avait aucun nuage. « C'est une sorte de luminescence naturelle ?» s'étonna Patrick. James haussa simplement les épaules, disant que c'était peut-être un phénomène atmosphérique rare et qu'il fallait profiter du moment. Mais la lueur ne dura pas plus d'1 minute, puis disparut aussi soudainement qu'elle était apparue. Les amis discutèrent brièvement de ce qu'ils avaient vu et conclurent qu'il s'agissait probablement d'une illusion d'optique ou d'un effet lumineux rare. Ils continuèrent à s'installer, allumèrent bientôt un petit feu, dînèrent modestement et se couchèrent dans la même tente. Pendant la nuit, Patrick fut réveillé par des bruissements et des bruits provenant de la forêt, ce qui était habituel dans cette région sauvage. James semblait dormir paisiblement, mais au petit matin, alors que l'aube n'était pas encore tout à fait levée, Patrick s'aperçut que son ami n'était pas dans la tente. Le sac de couchage était déplié et vide. Il eut l'espoir naïf que James était sorti pour faire ses besoins ou se promener près du ruisseau. Patrick appela James, mais il n'y eut pas de réponse. Il attendit que le jour se lève et sortit. L'endroit était calme, aucune trace de son compagnon. Leur voiture était toujours là, tout leur équipement était à sa place, à l'exception de quelques vêtements de James. Patrick fouilla les buissons les plus proches, mais ne trouva personne. Il avait l'impression que son ami était sorti juste 1 minute, mais qu'il n'était jamais revenu. Agité et désorienté, Patrick décida de se rendre à la seule cabane de garde forestier qu'il connaissait, située à l'entrée de la réserve. Il marcha d'un pas rapide sur le chemin de terre, qui était à environ 2 kilomètres. Là, après avoir trouvé le garde forestier de service, il lui expliqua la situation de manière confuse. En 1987, personne n'avait de téléphone portable, donc tous les appels d'urgence étaient passés, soit par radio, soit par les lignes fixes de la forêt. Le garde forestier a rapidement donné l'alerte, a prévenu la police du comté, et vers midi, une équipe est arrivée sur place pour effectuer une première fouille. 2 ou 3 agents, Patrick ainsi que 2 bénévoles locaux. Selon les participants, dès la première inspection, tout semblait étrange. Aucune trace de lutte, aucun sol piétiné. Les chiens amenés sur place ont d'abord suivi l'odeur de James à partir des affaires qu'il avait laissées dans la tente. Mais ils l'ont rapidement perdu à quelques mètres du campement. C'était comme si l'homme avait disparu dans les airs après avoir fait quelques pas. L'une des premières hypothèses a été « Il est peut-être tombé dans un marécage peu profond ou dans une tourbière ». Cependant, aucune trace récente de végétation arrachée ou de trace de pas n'a été constatée aux alentours, et l'eau n'était pas très profonde à proximité. La forêt est certes capable de dissimuler, mais une disparition aussi silencieuse, de nuit, par temps calme, intriguait tout le monde. Le lendemain, les recherches se sont intensifiées. Ils ont ratissé la forêt carré par carré, ont appelé James, ont attendu une réponse. Pas un bruit, pas un signal d'alarme. Les proches de James arrivèrent en voiture depuis un autre État et supplièrent de poursuivre et d'élargir les recherches. Mais la région, bien que très boisée, ne semblait pas impraticable. Il semblait qu'il devait y avoir au moins un morceau de vêtement, une empreinte de chaussure sur le sol humide. Mais rien. Pas de feu, pas de nouvelles cachettes dans les fourrés. Au 3e ou 4e jour de recherche, une découverte inattendue a provoqué une vive émotion chez tous. À quelques dizaines de mètres du camp, dans un petit buisson, ils ont trouvé des vêtements soigneusement pliés, appartenant à James. Il s'agissait d'un pantalon,
d'un t-shirt et de chaussettes, le tout plié presque en pile, sans dommage apparent. Le plus étrange, c'est que cette zone avait été fouillée de fond en comble des dizaines de fois au cours des premiers jours. Comment ce tas d'affaires avait-il pu rester là sans être remarqué? Les des Rangers et les bénévoles, perplexes, jurèrent de n'avoir rien vu de tel auparavant. Quelqu'un les avait donc apportés plus tard? Mais pourquoi se déshabiller dans les buissons? Et où était cette personne maintenant? Le chien renifla à nouveau les affaires, mais après quelques pas, il secoua la tête, n'ayant pas trouvé de traces. C'était comme si les vêtements avaient été déposés là exprès. Malgré cette découverte, James ne fut retrouvé ni ce jour-là, ni les jours suivants. Au cours de la semaine, les équipes de recherche s'épuisèrent, sans résultat. Les organisateurs de l'opération, c'est-à-dire la police locale et l'administration du parc naturel, décidèrent de suspendre les recherches à grande échelle. Il n'y a pas de nouveaux indices, cela n'a aucun sens de continuer à chercher. La famille a été sous le choc. Ils ont essayé par leurs propres moyens de parcourir les sentiers, d'interroger les touristes de passage, mais tout était vain. Les rumeurs sur la disparition du jeune homme se sont multipliées. Certains parlaient d'une étrange lueur dans le ciel, dont Patrick se souvenait. D'autres faisaient allusion à des criminels, mais il n'y avait aucun signe de lutte ou de vol, et les affaires de James avaient bien été retrouvées. Mais il était peu probable qu'un voleur les ait déposées là. Pourquoi aurait-il fait cela? Peut-être que des animaux sauvages les avaient emportés. Mais alors, les vêtements n'auraient pas été soigneusement pliés. Finalement, rien d'autre n'était ressorti. Les journaux du Texas ont parlé pendant 2 semaines de cette mystérieuse disparition. Patrick a donné plusieurs interviews mentionnant la lueur de la veille. Nous avons clairement vu une étrange colonne de lumière, mais je ne sais pas si elle a un rapport avec la disparition de James. La police a classé l'affaire dans le registre général des personnes disparues, sans suspicion criminelle, car aucune preuve d'une disparition violente n'est apparue. Les parents de James ont tout tenté pour que les recherches reprennent, mais à la fin de l'été 1987, rien de nouveau n'avait été découvert dans les environs de Big Ticket. James Coleman est resté sur la liste des personnes disparues. Son corps n'a pas été retrouvé et aucun signe de sa présence dans la forêt en dehors du campement n'a été découvert. De retour chez lui, Patrick n'a jamais pu se remettre de l'idée qu'il aurait pu empêcher cette disparition s'il s'était réveillé à temps. Les gardes forestiers locaux ont admis en privé que c'était l'un des épisodes les plus étranges de leur carrière. Personne n'avait vu James quitter le campement, personne n'avait entendu de bruit. Et pourtant, quelques jours plus tard, ces affaires ont été retrouvées soigneusement rangées dans les buissons, comme si quelqu'un les y avait placées. Cette histoire, qui s'est déroulée en mai 1987 dans la réserve naturelle de Big Ticket, est encore racontée aujourd'hui par les touristes et les amateurs de disparitions mystérieuses. Certains la considèrent comme un exemple classique. Un homme disparaît, puis ses affaires réapparaissent sans aucun indice sur ce qu'il est devenu. Et, comme pour se moquer, le disparu ne réapparaît jamais. La forêt reste silencieuse et on ne peut que spéculer sur ce qui s'est passé cette nuit là après l'étrange phénomène lumineux que les amis ont vu dans le ciel. La police a depuis longtemps clos l'enquête et les parents n'ont reçu aucune réponse, seulement de la douleur et de la perplexité. De nombreuses années plus tard, l'affaire James Coleman reste ouverte, mais sans nouvelles pistes, et restera peut-être l'un de ces mystères enfouis dans les fourrés épais et le silence de la nuit à Big Ticket. En juin 2014, le lac Whitney, situé à la frontière du centre du Texas, respirait la chaleur des journées et des nuits de pleine lune. À cette saison, les rives de sa Nîmes
généralement. Les familles viennent à pique-niquer, les pêcheurs s'installent sur les pontons et les amateurs d'air frais font du bateau. C'est là que Tommy et Lisa Green, âgés de 25 ans, avaient décidé de passer le week-end loin du bruit de la ville pour profiter de quelques jours en plein air. Mariés depuis seulement 1 an, ils avaient plein de projets et d'envies. D'après leur conversation avec des connaissances, le couple avait prévu de passer la nuit au bord du lac et de louer un bateau le lendemain matin pour se promener sur les eaux calmes. Aucun d'eux n'était pêcheur professionnel, mais Lisa adorait photographier les vastes étendues du lac et Tommy était simplement heureux de changer d'air. Le lendemain matin, alors que la chaleur commençait à se faire sentir, des touristes qui faisaient le tour du lac ont remarqué une voiture, une vieille Toyota, garée non loin de l'eau. Les 2 portes étaient dans les grandes ouvertes et les clés étaient ramassées sur le contact. Cela était déjà étrange. Personne n'aurait laissé volontairement une voiture dans un tel état. Lorsque les témoins se sont approchés pour vérifier, ils ont soudain aperçu une carte de la région sur le capot. Elle représentait le contour du lac Whitney et des routes avoisinantes, et à un endroit, il y avait une croix bien visible, comme si quelqu'un avait marqué un endroit précis dans la baie Nord ou sur un bras du lac. Cela indiquait peut-être l'endroit où Tommy et Lisa avaient l'intention de se rendre. Après avoir tenté d'appeler les propriétaires de la voiture, les touristes n'entendirent aucune réponse. Le silence régnait. Seul le vent soufflait dans l'herbe et faisait grincer les portières de la voiture. Il était clair que la situation était suspecte. Un couple appela les Rangers qui arrivèrent vers midi. C'est ainsi que commença la recherche de Tommy et Lisa Green. À ce moment-là, on savait peu de choses sur leur disparition. Ni leurs amis, ni leurs proches n'avaient signalé leur disparition. Mais le fait que les clés aient été laissées dans la voiture, avec les portes ouvertes, était déjà inquiétant. Les quartiers Rangers et les agents de police locaux ont inspecté la voiture et ont constaté qu'il y avait quelques effets personnels à l'intérieur. 2 bouteilles d'eau, le portefeuille de Tommy avec ses papiers, le sac à main de Lisa, mais sans argent, qu'elle avait probablement emporté avec elle. Les clés sur le contact indiquaient que le couple n'avait pas l'intention de partir pour longtemps. À en juger par le peu de bagages, ils n'avaient prévu qu'une courte promenade. Mais pourquoi n'avaient-ils pas fermé la voiture? Certains ont pensé, peut-être avaient-ils l'intention de revenir rapidement, sans craindre le vol, puisque les gens vont et viennent constamment dans cette zone touristique? Pour clarifier les détails, une première recherche a été organisée dans la soirée. Un groupe de bénévoles et de rangers a parcouru les 2 rives du lac dans les 2 sens, interrogeant les vacanciers. Personne ne se souvenait avoir vu Tommy et Lisa, du moins pas ce couple en particulier. Cependant, la veille au soir, plusieurs pêcheurs avaient signalé avoir vu 2 jeunes gens qui demandaient s'il était possible de louer un bateau. Mais les témoins ne sont pas sûrs qu'il s'agissait bien des Green. Ce que l'on sait, c'est qu'il y avait dans cette zone du rivage un vieux port où l'on pouvait parfois louer un bateau à un particulier. Mais si Tommy et Lisa ont vraiment pris un bateau, pourquoi n'est-il pas répertorié? Peut-être ont-ils conclu un accord direct, officieux. Le lendemain, une surprise encore plus grande attendait les enquêteurs. À 1 kilomètre de l'endroit où se trouvait la voiture, un bateau vide, soigneusement amarré à un petit rebord du rivage, a été découvert. Cela semblait encore plus absurde. Le bateau semblait complètement vide, sans gilet de sauvetage ni équipement. À l'intérieur, il n'y avait que 2 vieilles couvertures. Aucun document ni effet personnel. On aurait dit que le ou les propriétaires étaient simplement descendus à terre et n'étaient pas revenus. Le bateau était en bon état, peu usé, mais il n'avait ni numéro ni plaque d'immatriculation, ce qui était parfois le cas chez les propriétaires de vieux bateaux, vivant près du lac. La police a conclu que Tommy et Lisa l'avaient peut-être emprunté à quelqu'un.
Mais même si c'était leur bateau, où étaient-ils? Pourquoi l'avaient-ils laissé là, sans revenir à leur voiture? Les parents de Tommy, ayant appris par des connaissances que sa voiture était abandonnée près du lac Whitney, se sont immédiatement rendus sur place. Ils savaient que leur fils avait prévu de passer le week-end à la campagne avec sa femme Lisa, mais ils ne pensaient ni pas que le couple avait choisi cet endroit précis. Ils avaient peu parlé d'un autre camping. Consciente de la gravité de la situation, la police a annoncé le lancement d'une opération de recherche et de sauvetage. Des bénévoles, des gardes forestiers locaux et des policiers du district ont été mobilisés. La zone a été survolée à bord d'un hélicoptère loué. Les rives du lac ont été inspectées pour voir s'il y avait 2 silhouettes. Les habitants ont été interrogés, mais personne n'avait vu Tommy et Lisa arriver, ni à qui ils s'étaient adressés, le cas échéant. Il faisait chaud, mais le temps était sec. L'eau du lac était tiède, et sa profondeur variait selon les endroits. S'ils s'étaient noyés, pourquoi personne n'avait entendu de cris, ni remarqué de bruit? De plus, le bateau était amarré, ce qui signifie que les personnes pouvaient en rejoindre la rive. Les chiens amenés par les cynophiles ont repéré l'odeur sur les vêtements trouvés dans le coffre de la voiture, mais n'ont pas pu suivre la piste le long de la rive. L'odeur s'est perdue après quelques dizaines de mètres. L'absence d'indices et la superficie immense du lac rendaient la tâche difficile. Des recherches sous-marines ont également été lancées, mais comme personne ne pouvait indiquer l'endroit exact où le bateau avait coulé, cela ressemblait à chercher une aiguille dans une botte de foin. Jour après jour, la tension montait. Le nombre officiel de personnes mobilisées atteignait plusieurs dizaines, et le résultat était nul. Pas de corps, pas de traces de violence. La voiture et le bateau vide indiquaient que le couple semblait avoir décidé de faire une petite balade sur l'eau et avait disparu. L'itinéraire était incertain. L'hypothèse selon laquelle ils seraient en partie de leur plein gré est absurde, car la voiture est toujours là et leurs affaires n'ont pas été emportées. Les parents ne croyaient pas que leur fils ait pu mettre en scène sa disparition. Une version criminelle? Un inconnu les aurait-il enlevés? Mais comment, en plein jour, près d'un lac très fréquenté par les pêcheurs et les touristes? Et pourquoi laisser la voiture avec les clés sur le contact et le bateau amarré au rivage? Les recherches se sont poursuivies pendant 1 semaine, parfois interrompues, faute de nouvelles informations. La population locale a fini par comprendre. C'était un nouveau cas de disparition près du lac Whitney, où la surface de l'eau peut engloutir n'importe qui. Mais s'il s'agissait d'une simple noyade, des corps ou des objets auraient mieux dû refaire surface, des t-shirts, des chaussures, etc. Le lac n'est pas très profond sur tout son périmètre et, à certains endroits, si quelqu'un se noie, le corps est retrouvé dans les premiers jours. Mais ici, rien. L'enquête policière n'a pas apporté de nouveaux indices. Les parents de Lisa sont également arrivés, essayant de se souvenir de quelque chose. Il semble que la croix sur la carte, posée sur le capot, ait été dessinée par Tommy ou Lisa. Elle indique une certaine partie du lac, peut-être selon les rumeurs, un bon coin de pêche ou une belle vue. Mais alors, pourquoi le bateau a-t-il été amarré à 1 kilomètre de la voiture? On pense qu'ils ont pu se mettre à l'eau plus près de la croix, regarder quelque chose puis, pour une raison inconnue, ne sont pas revenus. Mais il n'y a toujours pas de corps, pas de conflit, pas de témoignage. Finalement, l'opération officielle a été suspendue et les 2 hommes ont été officiellement déclarés portés disparus. Cette disparition a fait l'objet de nombreuses discussions parmi les amateurs d'histoires mystérieuses. Un couple arrive, laisse sa voiture ouverte, une carte sur le capot. Le bateau est vide et les gens s'en vont. Certains doutent que cette histoire soit inventée, mais la voiture et le bateau sont des faits réels tirés des rapports de police. Donc il s'est certainement passé quelque chose. Des rumeurs se sont répandues.
Certains ont parlé d'un tourbillon ou d'un vortex sous-marin à l'endroit marqué d'une croix, qui aurait pu aspirer les gens sans faire de bruit, mais cela semble peu réaliste. D'autres ont avancé l'idée que quelqu'un aurait attaqué le couple, les aurait emmenés et aurait simplement abandonné le bateau. Mais il n'y a eu aucun bruit, ni lutte, et aucun témoin. Au final, l'affaire Tommy et Lisa Green est devenue l'une de ces histoires dont on dit ensuite « ils ont simplement disparu en quelques minutes, laissant leur voiture et leur bateau, comme si tout s'était passé sur un terrain plat ». Les amateurs de mystère ajoutent que le lac Whitney est trompeur, qu'il y a des grottes sous-marines, des courants et parfois des événements étranges qui trouvent leur origine dans les légendes des tribus indigènes. La logique veut que le couple ait coulé ou se soit enfui. Mais pourquoi n'a-t-on jamais retrouvé leurs traces, même après toutes ces années? Aucun os, aucun vêtement n'a refait surface, et tout l'équipement était resté dans le bateau. Situé à l'extrémité ouest du Texas, le parc national des Guadalupe Mountains attire les voyageurs par ses paysages majestueux, des crêtes, des falaises rocheuses et des plaines qui se fondent imperceptiblement dans le désert. C'est précisément à cet endroit, le 14 août 1995, qu'un groupe de 4 amis, parmi lesquels Karen Smith, une femme de 31 ans, passionnée de randonnée en montagne et prête à passer chaque jour de congé à la recherche de nouvelles beautés, s'est rendue. Ce lundi-là, leur objectif était le sentier des Pinnacles, très apprécié des randonneurs expérimentés. Le sentier en lui-même n'était pas difficile, mais il exigeait tout de même une certaine condition physique et de la prudence, en raison du climat de haute montagne et des dénivelés parfois importants. Dès le matin, le temps était clair et le soleil tapait déjà fort vers 10 heures. Le groupe, mené par Russell, un passionné de randonnée, avançait à un rythme modéré. Ils espéraient atteindre le point de vue vers midi, faire une petite pause, puis redescendre avant que la fraîcheur du soir ne s'installe. Karen, comme se souviennent ses amis, marchait toujours vers le milieu du groupe, aimait parfois s'arrêter pour prendre une photo d'un angle particulièrement spectaculaire ou essuyer la sueur de son front. Mais ce jour-là, tout semblait parfaitement normal. Personne n'a remarqué chez elle de signes de malaise ou de comportement étrange. Après avoir gravi l'une des pentes les plus raides, les amis se sont arrêtés pour reprendre leur souffle et boire de l'eau. Karen a dit quelque chose comme « Je vais me reposer un instant à l'ombre, puis je vous rejoins ». Et elle s'est éloignée derrière un rocher où, selon elle, il faisait un peu plus frais. Comme l'a raconté plus tard l'ami de Megan, nous étions littéralement à quelques mètres. Nous l'avons vu s'accroupir et poser son sac à dos sur ses genoux. Les autres ont décidé d'avancer un peu, de prendre 2 virages du sentier afin de choisir un endroit pour faire une pause. Karen leur a demandé de ne pas l'attendre. « J'arrive, juste quelques minutes. » Megan s'est retournée après un moment, s'attendant à voir Karen apparaître d'une seconde à l'autre, mais rien. C'était comme si, pendant que le groupe avait parcouru une 50aine de mètres sur le sentier, la jeune fille s'était évaporée. N'entendant aucun cri ni bruit, ses amis sont retournés à l'endroit où Karen était assise quelques instants auparavant. Mais il n'y avait plus personne. Ils ont fait le tour, l'ont appelée à voix basse, ont crié quelque chose, mais seul le silence leur a répondu. Au début, ils ont supposé que Karen les avait simplement suivis, mais qu'elle s'était arrêtée un peu plus haut sur le sentier, ou qu'elle était partie prendre des photos sans les prévenir. Mais après avoir fait le tour plusieurs fois, ils n'ont trouvé aucune trace d'elle. Bientôt, l'un des garçons, Lauren, s'écria « Regardez, c'est son sac à dos !» Il était posé un peu plus bas sur le sentier, comme abandonné au pied d'un buisson. À l'intérieur, il y avait de l'eau, un portefeuille et quelques effets personnels. Pourquoi avait-elle laissé son sac à dos si elle voulait juste se reposer un peu?
Pourquoi n'avait-elle même pas pris d'eau par cette chaleur? Ses amis couraient nerveusement, pensant que la jeune fille n'était pas loin. Après environ une demi-heure de recherches infructueuses, réalisant qu'elle ne répondait pas, Megan courut vers l'endroit où se trouvaient dans leur voiture pour trouver des Rangers. À midi, les cris et les sifflets de l'équipe de secours qui tentait de retrouver Karen Smith résonnaient déjà sur tout le sentier des Pinnacles. Les 2 jours suivants, d'importantes opérations de recherche et de sauvetage se sont déroulées dans les environs du sentier. La région autour des Pinnacles est certes aride, mais jonchée de rochers, de falaises et de crevasses. Le soleil tapait fort. La température atteignait 35 °C pendant la journée et baissait la nuit. Si Karen avait eu un coup de chaleur, elle avait besoin d'une aide urgente. Cependant, les chiens pisteurs qui ont parcouru le sentier et les environs n'ont pas pu trouver de piste fiable. Ils ont suivi l'odeur jusqu'à l'endroit où le sac à dos avait été trouvé. Mais ensuite, ils ont indiqué une direction incertaine. La police du comté, des bénévoles et plusieurs hélicoptères ont été mobilisés pour survoler la zone. Hélas, rien. Aucun bruit, aucune trace de vêtements ou de buissons cassés qui auraient pu indiquer l'endroit où elle était tombée. Les parents de Karen, arrivés le lendemain, ne pouvaient donc pas croire que leur fille, toujours prudente et peu encline à prendre des risques, ait pu disparaître en plein jour en l'espace d'1 minute. Il n'y avait aucun signe qu'elle soit tombée ou était glissée. Il n'y avait pas de précipice à proximité et toutes les fissures avaient été inspectées. De plus, d'autres touristes avaient emprunté le sentier ce jour-là et n'avaient jamais vu personne dévaler la pente. Personne n'avait remarqué de traces de violence ou de lutte. La personne avait disparu aussi rapidement et silencieusement que si elle avait franchi une autre dimension. Après 1 semaine de recherches infructueuses, les gardes forestiers ont suspendu les recherches actives. Les proches de Karen ont longtemps refusé d'accepter la réalité, engageant des pisteurs privés et distribuant des tracts. Mais pendant près d'1 mois, aucune nouvelle n'est parvenue. Au milieu de l'été 1995, l'agitation qui avait suivi la disparition de la touriste s'était presque calmée dans le parc des Guadalupe Mountains, et seuls ses amis et sa famille continuaient à se demander « Où est-elle » Officiellement, l'affaire était classée « Disparition sans suite, cause et circonstances indéterminées ». Dans les couloirs, certains qualifiaient cette affaire d'inexplicable, en présence d'un groupe d'amis, sur un sentier bien visible, par temps clair, sans trace de chute ou d'acte violent, en l'espace de quelques minutes, une jeune fille disparaît et même de grandes équipes de recherche ne parviennent pas à la retrouver. Que s'est-il passé dans les forêts et les canyons du Texas? Pourquoi des gens disparaissent-ils sans laisser de traces en quelques instants, ne laissant derrière eux que des objets mystérieux et des circonstances inexplicables? Si vous avez aimé ces histoires, aimez-les, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être les premiers informés des nouveaux événements mystérieux au Texas et ailleurs. Laissez vos commentaires avec vos théories. Peut-être trouverez-vous les réponses que les enquêteurs cherchent depuis si longtemps. À bientôt, prenez soin de vous et restez vigilants. Le Texas n'est pas seulement connu pour ses espaces infinis, sa nature unique et son soleil brûlant. Parfois, cet État devient le théâtre de disparitions mystérieuses et inexplicables qui laissent beaucoup de questions sans réponse. Aujourd'hui, nous continuons à raconter l'histoire de personnes qui ont disparu sous les yeux de leurs amis et de leurs familles dans des endroits connus et populaires du Texas. Octobre 2004, Parc national de Big Bend, mai 1999, Montagne Davis, et juin 1992, Parc Garner. Qu'est-ce qui relie ces cas, à part le fait que les personnes ont disparu sans laisser de traces?
En octobre 2004, un groupe de 5 étudiants de l'université d'Austin a décidé de passer ses vacances dans le parc national Big Bend, situé dans le sud-ouest du Texas. Célèbre pour ses canyons majestueux, ses vastes étendues désertiques et ses légendaires feux mystérieux qui scintillent la nuit à l'horizon, Big Bend attire souvent les amateurs d'histoires insolites et de vacances isolées. Les étudiants rêvaient donc depuis longtemps de passer quelques jours là-bas, de camper, d'explorer les sentiers peu fréquentés et, bien sûr, d'essayer de voir par eux-mêmes ces fameuses lumières dont tant de rumeurs circulaient. Arrivés tard dans la soirée à bord de 2 voitures, les jeunes ont choisi un parking semi-abandonné au pied d'une petite colline, où seuls quelques touristes s'arrêtaient. Le temps était frais, car nous étions déjà en octobre, et le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances chaudes. Après avoir monté leur tente et allumé un modeste feu de camp, l'un d'eux, Robert Hayes, âgé de 20 ans, déclara qu'il rêvait de voir l'une de ces lumières mystérieuses. Les autres haussèrent prompt les épaules. Pourquoi apparaîtrait Dampodel justement aujourd'hui? Mais Robert était enthousiaste. La première nuit, alors que tout le monde était assis autour du feu, discutant tranquillement et préparant le dîner, une lueur apparut soudainement au sommet de la colline voisine, semblable à une boule de lumière translucide qui scintillait légèrement. Cela attira instantanément l'attention de tout le groupe. Personne ne s'attendait à ce que la légende se manifeste si près d'eux. La lumière n'était pas très vive, mais suffisamment claire pour susciter l'étonnement général. Pendant une seconde, tout le monde resta assis dans un silence perplexe. Puis, Robert se leva d'un bond, attrapa une lampe de poche et ordonna « Les gars, je vais voir ce que c'est. » Ses amis tentèrent de l'en dissuader. « Attends, on ira voir demain matin, il fait nuit. » Mais il était trop enthousiaste. Finalement, personne ne l'a retenu. Robert est parti rapidement et a disparu dans les buissons. Les autres, Sarah, Miguel, Johan et Pete, l'ont seulement vu grimper en direction de la lumière. Selon Sarah, le feu brillait de manière stable, puis s'intensifiait, puis s'éteignait. Et soudain, Robert était déjà au sommet. Nous pouvions voir sa silhouette éclairée par la lune. Il s'est arrêté, comme s'il regardait quelque part sur le côté. Et puis, cette lumière s'est éteinte. Peut-être s'est-elle éteinte en une fraction de seconde, et Robert a disparu avec elle. Ses amis ne voyaient plus ni son ombre, ni ses mouvements. Miguel a crié « Hé, Robert, tout va bien ?» Pas de réponse. Pensant que le garçon s'était simplement laissé emporter ou avait trébuché, ils ont attendu quelques minutes, puis l'ont appelé à nouveau. Personne ne sortit de derrière la colline. Ils prirent alors leurs lampes et montèrent tous ensemble au sommet. Mais après quelques minutes, ils comprirent qu'il n'était pas là. Cette nuit-là, les amis fouillèrent les environs. La colline n'était pas très escarpée. Le sommet était dégagé. Il n'y avait que de petits buissons autour. Il n'aurait pas été difficile de trouver quelqu'un qui était simplement tombé, mais il n'y avait aucun signe de présence humaine. Ils ont appelé encore et encore. « Robert, réponds !» Mais seul le silence, interrompu par le vent nocturne, leur répondait. Aucune trace de lutte, aucun objet appartenant au jeune homme sur le sol. Tout était propre. Finalement, lorsqu'il devint évident que la situation était grave, Miguel retourna à la voiture et se rendit au ranger le plus proche. Il y a peu de postes de ce type à Big Bend, mais vers minuit, 2 employés du parc arrivèrent sur les lieux. Ils ont inspecté les lieux à la lumière des lampes, ont essayé d'appeler Robert et ont demandé aux jeunes de leur raconter ce qu'ils avaient vu, mais sans résultat. Au matin, à l'aube, une équipe supplémentaire de bénévoles et de rangers a été organisée dans le parc pour commencer une recherche systématique. Pendant 2 jours, les gens ont ratissé les environs de la colline.
sont descendus vers le lit d'un ruisseau asséché, se sont enfoncés dans de rares bosquets, ont fouillé les corniches rocheuses. Le Big Bend n'est pas aussi dense qu'une forêt, mais les rochers et les zones désertiques peuvent cacher des ravins et des crevasses. Cependant, aucune trace de Robert Hayes, aucune empreinte de pas, aucun vêtement, aucun sac à dos. Il avait un petit sac à dos qu'il avait mis avant de partir. Les chiens, appelés le 3e jour, couraient nerveusement, prenaient parfois la piste près du campement, mais la perdaient ensuite au pied de la colline. Ce qui était surprenant, c'est que la zone était assez dégagée, des collines avec une végétation relativement clairsemée, et si quelqu'un s'était simplement promené là, il aurait probablement été facilement repéré depuis les hauteurs les plus proches. Mais tout fut vain. La sœur de Robert, arrivée 2 jours plus tard d'Austin, pleurait devant l'inimaginable. Comment était-il possible qu'en 1 minute, un homme visible au sommet ait disparu sans laisser de traces, sans bruit ni agitation? Pendant que les sauveteurs se creusaient à la tête, les jours passaient et le moindre indice ne se présentait pas. Et puis, 1 semaine plus tard, des touristes locaux qui se promenaient à 2 kilomètres au nord-ouest du campement ont trouvé le journal de Robert au sommet d'une falaise abrupte. C'était un carnet relié qu'il emportait souvent avec lui pour prendre des notes et faire des croquis. Il est étonnant que l'endroit où il a été trouvé soit considéré comme pratiquement inaccessible, sans compétence en escalade. Il fallait un équipement spécial pour y monter, et aucun sentier officiel n'y menait. Le journal était posé soigneusement, comme s'il avait été placé là exprès, sur une corniche plate qui ne mesurait que quelques mètres. Les Rangers arrivés sur place ont pris le risque de monter à l'aide de cordes et ont vérifié que le journal appartenait bien aux disparus. Il n'y avait aucune trace de Robert ni aucun autre objet sur la corniche. L'examen interne du cahier ne révéla aucune note récente. Les pages semblaient se terminer par des notes sur les plans du voyage. Il n'y avait aucune mention d'une « lumière étrange » ou de quoi que ce soit de similaire. Cette découverte a encore plus déconcerté tous les participants aux de recherche. Comment le journal avait-il pu se retrouver sur un précipice difficile d'accès à plusieurs kilomètres du lieu de la disparition? Et surtout, comment Robert avait-il pu s'y rendre? Même s'il avait pu, il aurait difficilement laissé son journal ainsi et reparti sans rien emporter. Il était évident qu'il s'agissait de quelque chose d'inexplicable. La police a toutefois rédigé un rapport laconique. L'appartenance du carnet au disparu a été confirmée par les notes. Sa localisation reste inconnue. L'enquête n'a révélé aucune autre piste. Des rumeurs ont couru, selon lesquelles quelqu'un aurait délibérément placé le journal, ou que Robert lui-même l'aurait laissé là comme un signe, mais rien dans le journal n'indiquait une telle intention. La version de l'accident, bien que logique, était difficile à accepter. Pourquoi aurait-il grimpé sur un tel rocher, seul et sans équipement? La version criminelle n'était pas non plus corroborée par des preuves. Aucun crime n'avait été signalé dans le parc à cette période, et aucune trace de lutte n'avait été trouvée sur le lieu du campement. Ses amis insistaient sur le fait qu'il avait disparu, au moment même où la lumière s'était éteinte. Soit c'était une coïncidence, soit il s'agissait d'un phénomène inexplicable. Certains ont évoqué les lumières si mystiques de Big Ben, qui, selon les légendes locales, apparaissent parfois la nuit et font perdre leur chemin aux gens. Mais cela s'est produit le premier soir, alors que le groupe n'avait pas encore eu le temps de s'installer. Ainsi, des années plus tard, la disparition de Robert Hayes, âgé de 20 ans, en octobre 2004, et la découverte étrange de son journal intime sur une falaise inaccessible est devenue l'un des mystères locaux. Sa famille s'est résignée à l'idée que son fils n'était probablement plus en vie, car aucune nouvelle n'avait été donnée. La police du comté a clos l'enquête, classant l'affaire comme « disparition dans des circonstances inconnues ». De nombreuses questions sont restées sans réponse.
Où a disparu le jeune homme qui, une seconde auparavant, était encore visible au sommet? Comment son journal a-t-il atterri à un endroit inaccessible sans compétence en escalade? Et quel était le lien avec la mystérieuse lumière au-dessus de la colline? En mai 1989, Edward Brooks, photographe naturaliste de 35 ans, s'est rendu au mont Davis, le point culminant de l'État du Texas, afin de prendre des photos uniques du coucher de soleil. Connu dans les cercles de paysagistes pour sa persévérance et son talent à trouver des angles inhabituels, il aimait travailler seul. Selon lui, la solitude lui permettait de se concentrer sur la nature. Ceux qui le connaissaient n'étaient même pas surpris qu'il veuille s'y rendre seul, même si les montagnes Davis ne sont pas réputées pour être extrêmement dangereuses. Elles exigent tout de même de la prudence en raison de leurs pentes raides et de leurs vents violents. Edward avait prévu de prendre une série de photos du ciel au coucher du soleil, de passer la nuit dans un campement au pied de la montagne et de retourner à la civilisation le lendemain. D'après les notes trouvées dans son carnet, qui a été retrouvé plus tard dans sa voiture, Edward avait l'intention de gravir le sommet dans l'après-midi, de profiter de la haute lumière dorée, du soleil couchant et de redescendre avant la tombée de la nuit. Le temps était clair et relativement chaud ce jour-là, sans aucune alerte météo. Tout semblait sûr. Personne ne s'attendait à un accident, car il avait déjà été dans les montagnes Davis et connaissait les sentiers. Lorsque, le dimanche 16 mai, il ne s'est pas présenté à sa voiture garée sur le parking, des bénévoles qui se trouvaient également dans la région montagneuse ont commencé à s'inquiéter. Les affaires d'Edward se trouvaient dans le coffre, des provisions, des vêtements chauds. Il n'avait emporté que son appareil photo et un sac à dos léger. En remontant le sentier vers le sommet, les bénévoles ne l'ont trouvé ni sur le chemin, ni au point de vue stratégique. En chemin, ils ont rencontré d'autres touristes qui se sont souvenus avoir vu un homme seul avec un gros appareil photo, vers midi. Il marchait d'un pas assez vif et saluait poliment. Personne n'avait remarqué chez lui de signes de trouble ou de problème. Vers le soir, des gardes forestiers sont arrivés sur place et ont commencé à envoyer des messages radio aux autres touristes. Quelqu'un a-t-il vu un photographe avec un sac à dos? Rien. Le lendemain matin, les recherches moitié ce soir ont été intensifiées. Plusieurs groupes ont parcouru les haltes et les sentiers, des chiens ont été appelés, mais les chiens n'ont pas réussi à suivre sa trace dans la zone du sommet, peut-être à cause du vent et du sol rocailleux qui ont effacé les odeurs. La région autour du mont Davis est assez ouverte, avec des falaises abruptes, mais aussi des zones plus plates. Les gardes forestiers ont déclaré « S'il avait fait un faux pas et était tombé, nous aurions trouvé des indices, des morceaux de vêtements. L'appareil photo aurait dû se briser, quelque chose. » Mais toutes les recherches ont été vaines. Le deuxième jour des recherches, alors que l'hélicoptère survolait le sommet, le pilote a remarqué de loin quelque chose qui brillait au bord du plateau rocheux. 2 sauveteurs ont été déposés et ont inspecté l'endroit. Il s'agissait d'un sac à dos et d'un appareil photo, posé sur une corniche plate près d'une petite crevasse. Mais ni Edward, ni ses vêtements, ni aucune trace de lutte ou de sang. À l'intérieur du sac à dos, il y avait des objectifs supplémentaires, une pellicule de rechange, un carnet avec des notes succinctes sur la lumière et l'exposition, mais aucune mention de ce qui avait pu se passer. On aurait dit qu'Edward avait rangé ses affaires avec soin ou qu'elles avaient été soigneusement repliées. Le cache de l'objectif gisait sur une pierre à proximité, comme s'il avait été retiré à la hâte. L'appareil photo trouvé près du sac à dos contenait une pellicule à développer. Plus précisément, il était sur la dernière image, la pellicule vide ayant déjà été rembobinée.
Dans la pièce sombre où les sauveteurs avaient emporté l'appareil photo, ils retirèrent soigneusement la pellicule. Il était étonnant que toutes les photos précédentes aient capturé des vues fragmentaires du mont Davis, des paysages à couper le souffle, le coucher du soleil, la plaine déserte en contrebas. Mais sur la dernière image, on pouvait voir un regard effrayé, presque méconnaissable. C'était le visage d'Edward lui-même, comme s'il avait tourné la caméra et appuyé sur le déclencheur, au moment même où l'image était floue, mais on pouvait clairement voir ses yeux écarquillés et la peur déformant son visage, ainsi que quelque chose de flou derrière son épaule. On aurait dit qu'il essayait de filmer quelque chose derrière lui, mais l'objectif l'avait finalement capturé en mouvement. Ni la cause de sa peur, ni quoi que ce soit de concret derrière lui n'ont pu être identifiés, seulement des contours flous ressemblant à des saillies rocheuses ou à une ombre. Cette découverte suggérait clairement qu'il s'était passé quelque chose au dernier moment. La police ne pouvait pas en dire plus. Pas de sang, pas de traces de lutte, pas de vêtements déchirés. Il n'y avait pas non plus d'inscription sur le rebord rocheux indiquant où il avait pu aller. Les jours suivants, les recherches se sont poursuivies. Les zones autour du sommet et des crevasses ont été minutieusement fouillées. Des plongeurs ont même inspecté les plans d'eau à proximité, même s'il y avait peu de chances qu'il s'y soit retrouvé. Mais tout cela en vain. Le vent et le soleil effaçaient rapidement les indices potentiels, et le relief pouvait cacher de petites fissures dans les falaises abruptes. Les Rangers, s'adressant aux journalistes, ont déclaré qu'il s'agissait de l'un des épisodes les plus étranges. Généralement, lorsqu'une personne fait une chute, il reste des traces de la chute, des fragments d'équipement, du sang, et le corps est retrouvé tôt ou tard. Mais ici, le sommet du mont Davis est assez fréquenté, et après une semaine de recherche, rien d'autre que l'appareil photo n'a été retrouvé. Les proches d'Edward, après avoir vu la dernière photo, ont été choqués. Son visage était resté sur le négatif. La police a déclaré qu'il était impossible de déterminer la cause de la peur, qu'il n'était pas clair si quelqu'un ou quelque chose se trouvait là. Peut-être s'agit-il d'un jeu de lumière accidentel. Après un examen minutieux des négatifs, les experts ont remarqué que la tache floue à l'arrière pouvait être l'ombre d'un rocher ou d'un nuage, difficile à dire. Certains membres de la communauté, passionnés par le thème des disparitions mystérieuses, ont cité cette photo comme exemple de phénomène fantomatique ou anormal. Mais des chercheurs rationnels ont indiqué qu'Edward avait simplement pu trébucher, être effrayé par un serpent ou le vent, appuyer accidentellement sur le déclencheur et tomber. Cependant, en plus de 25 ans, le corps n'a pas été retrouvé. En résumé, le bilan est triste. Edward Brooks n'est donc jamais revenu, et la cause présumée de sa disparition n'a pas été établie. Officiellement, l'affaire a été classée comme disparition dans des circonstances inexpliquées, sans hypothèse criminelle. Pour son entourage, cela semblait étrange. C'était un randonneur expérimenté. Il connaissait bien les montagnes Davis, avait fait de nombreuses excursions dans d'autres parcs et n'était pas connu pour son imprudence. S'il était tombé, on aurait probablement pu retrouver des traces de sa chute, et s'il s'était perdu, il aurait pu donner l'alerte. Mais tout indique qu'il a rencontré quelque chose au sommet, qui l'a terrifié, puis il a disparu. Richard Holt, un habitant de San Antonio, âgé de 27 ans, s'est rendu au parc national Garner le 11 juin 1992 avec deux amis, Tom et Greg. Ce parc était connu au Texas pour ses collines pittoresques, ses forêts de chênes et de cèdres, et la rivière Rio Frio, qui coule à travers des canyons sinueux. Ce jour-là, le groupe avait prévu une randonnée facile pour s'éloigner du bruit de la ville et profiter des paysages estivaux. Selon Tom, le temps était parfaitement clair.
il n'y avait aucun signe de pluie et la température avoisinait les 30 degrés. Ils sont arrivés tôt le matin, ont laissé leur voiture sur le parking à l'entrée et ont emprunté le sentier officiel qui longe le ruisseau, où les randonneurs s'arrêtent généralement pour admirer l'eau ou se rafraîchir. Vers midi, un peu fatigués par la montée sur les collines rocheuses, les amis ont décidé de faire une pause près du ruisseau qui coulait dans un lit rocailleux. Le paysage était magnifique, des collines, des bosquets de cèdres, et non loin de là, une crête rocheuse que les touristes aimèrent photographier. Richard sortit des sandwichs, proposa de manger un morceau, puis dit qu'il aimerait aller voir ce rocher plus haut. Greg lui demanda s'il n'était pas trop fatigué, mais Richard se contenta de sourire. « Ça va, je reviens dans 2 minutes, je vais prendre quelques photos. » Lorsque Richard s'éloigna de quelques centaines de mètres sur le sentier, Tom et Greg restèrent en bas, finissant leur casse-croûte et profitant de la vue sur l'eau qui bouillonnait dans les rapides peu profonds. Soudain, ils entendirent un bruit étrange. Greg le décrivit comme un cri étouffé ou peut-être un appel provenant de la direction où Richard était parti. Le son fut bref et sec, puis un silence de mort s'installa. Les 2 amis se mirent en alerte, craignant que Richard soit tombé ou ait été effrayé par quelque chose. Ils l'appelèrent en main, mais il ne répondit pas. Inquiets, ils laissèrent leur sac à dos et remontèrent le sentier. À leur grande surprise, après avoir gravi une petite montée pendant quelques minutes, ils ne trouvèrent pas Richard. Le sentier longeait une pente légèrement surélevée, sans forêt dense, et le terrain semblait relativement dégagé. On voyait pratiquement tout, il n'y avait nulle part où se cacher, se souvint plus tard Greg. Cependant, ils ne virent ni personne, ni trace de lutte, rien. Arrivés au rocher que Richard voulait voir, ils l'appelèrent à nouveau et s'avancèrent un peu au-delà du rebord. Rien. Il semblait impossible de disparaître. Il n'y avait pas de précipice où l'on pouvait tomber. La rivière restait en contrebas. Au début, ses amis ont pensé qu'il plaisantait, qu'il se cachait derrière un buisson. Mais 10 minutes, puis 15 minutes passèrent, en vain. Comprenant qu'il ne s'agissait pas d'une blague, Tom et Greg redescendirent vers le ruisseau où ils avaient mal laissé leur sac à dos, espérant que Richard soit revenu. Mais il n'était pas là. Ils se sont alors précipités vers la zone la plus proche où ils avaient vu d'autres touristes et ont demandé de l'aide. Le même jour, vers 3 heures de l'après-midi, l'alerte a été donnée dans le parc. Un garde forestier est arrivé sur place, a écouté l'histoire et a invité un groupe de bénévoles à effectuer une première fouille de la zone. Que pouvait-il bien se passer en plein jour, par une journée claire, dans un endroit aussi dégagé? Tout semblait indiquer que Richard avait littéralement disparu, en l'espace d'1 minute. Le soir, les agents du shérif sont arrivés pour enregistrer officiellement la disparition. Une vingtaine de personnes se sont rassemblées, des employés du parc, des bénévoles, des touristes. Ils se sont répartis en groupes et ont fouillé la crête, les mêmes corniches toutes rocheuses, les buissons. Peu après, 2 maîtres chiens avec leurs chiens ont été appelés sur place, mais ils ne sont arrivés que vers la nuit. Mais sans résultat, les chiens ont reniflé l'odeur de Richard sur ses affaires dans la voiture, se sont rendus à l'endroit où les garçons avaient déjeuné, ont suivi la piste et, selon les cynophiles, l'ont perdu littéralement 20 à 30 mètres après la montée, comme s'il avait disparu à l'endroit où il avait été vu pour la dernière fois. Les jours suivants, les opérations de recherche ont pris de l'ampleur. Même un petit groupe de sauveteurs équipés d'un hélicoptère s'est joint à la recherche, survolant les sommets et les crevasses. Garner est un parc assez fréquenté, et cette disparition a fait beaucoup de bruit parmi les habitants. Il semblait qu'il suffirait d'examiner attentivement la pente pour trouver au moins quelques indices, des vêtements, un appareil photo ou des traces indiquant qu'il avait glissé. Mais rien n'a été trouvé. Les jours passaient, la chaleur était étouffante. Les experts affirmaient
que si Richard avait perdu connaissance quelque part, tôt ou tard, il serait retrouvé ou répondrait aux appels. Mais tout restait silencieux. Au 5e jour des recherches, alors que l'enthousiasme des participants diminuait considérablement, seuls quelques éléments étranges ont été découverts. Un touriste qui se promenait seul dans cette partie reculée du parc à ce moment-là affirmait avoir vu un homme ressemblant à Richard, vêtu d'un t-shirt blanc et d'un short foncé, descendant un ravin rocailleux vers le coucher du soleil le premier jour de sa disparition. Mais ce témoin n'avait pas pu identifier clairement son visage. La zone où il aurait vu la silhouette a été fouillée, mais sans résultat. Personne d'autre n'a fait de déclaration similaire. Une semaine plus tard, les autorités ont officiellement déclaré qu'elles ne voyaient aucune perspective de mener des recherches à grande échelle. Les chances de retrouver Richard vivant diminuaient de jour en jour. Ses amis et sa famille ont continué leurs recherches privées pendant quelque temps, mais elles sont restées vaines. Aucun vêtement, aucun sac à dos, aucune carte, aucun portefeuille. C'était comme si tout était resté dans la voiture, à l'exception de ce qu'il avait sur lui. La police a interrogé Tom et Greg sur d'éventuels conflits qui auraient pu pousser Richard à disparaître. Tous deux ont juré qu'il aimait la vie et n'avait pas de dette. Il s'était simplement éloigné pour regarder la falaise et avait disparu. De nombreuses années ont passé depuis. Pour la police locale, c'est l'un de ces cas non résolus où une personne a apparemment disparu en terrain découvert par une journée claire, sans qu'aucune hypothèse plausible ne puisse être avancée. Finalement, les rapports officiels ont été classés avec la mention « disparu sans laisser de traces, cause inconnue ». Selon les gardes forestiers, ni les loups ni les pumas n'attaquent les humains dans cette région. Cependant, les traces d'un grand prédateur laissant souvent des indices, des morceaux de vêtements, du sang. Un crime? Personne n'a vu de personne suspecte. Il n'a pas pu tomber dans un précipice. Il n'y a pas de falaise bleue profonde à cet endroit. Ses proches vivent sans corps à enterrer, sans savoir ce qui s'est passé le 11 juin 1992 sur le versant ensoleillé du sentier des Pénacles. Les 3 affaires sont restées non élucidées. La police, les sauveteurs et les familles des disparus tentent depuis de nombreuses années de trouver des explications, mais en vain. Ces incidents sont-ils simplement des coïncidences tragiques? Ou y a-t-il quelque chose de plus derrière tout cela? Que s'est-il réellement passé avec Robert, Edward et Richard dans ces endroits où il semble impossible de disparaître? Si vous avez aimé ces histoires, n'hésitez pas à les liker, à vous abonner à la chaîne et à partager vos versions dans les commentaires. Peut-être que votre hypothèse aidera à élucider ces mystérieuses disparitions. Merci d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous et soyez prudents lorsque vous partez à la découverte des coins sauvages de notre monde étonnant et parfois si mystérieux.